J'aborde à présent une autre affaire qui était l'affaire Front 14. Alors cette affaire Front 14, comme je le disais tout à l'heure, était une affaire assez voisine, mais n'était pas présentée sous le même angle d'attaque de la part des associations qui s'étaient plaints de l'existence d'un site que j'ai rappelé tout à l'heure, qui fédérait, animait, hébergeait un nombre important de pages personnelles à connotation raciste, antisémite, xénophobe, nationaliste, suprémaciste, dédiées au combat contre les sous-races, vous voyez déjà les termes, la juiverie, la dictature juive, l'envahissement islamique, et ce, au nom de la liberté de la race aryenne, et offrait aux titulaires de ces pages un large éventail de services en ligne. D'ailleurs, sur ce site, on pouvait découvrir des images et des vidéos absolument effroyables d'agressions commises par des individus à l'encontre d'autres individus qui n'avaient pas la même couleur de peau, etc. Et tout cela avait été évidemment vérifié lors des préliminaires de cette audience. Alors, en quoi cette affaire Front 14 présentait-elle un intérêt particulier ? Eh bien, c'était la première fois que des associations demandaient à des prestataires techniques, en l'occurrence les fournisseurs d'accès, de prendre les mesures de nature à interdire tout accès à ce site, là encore hébergé aux États-Unis, puisque, effectivement, on a parfaitement compris que tous ceux qui souhaitent développer de tels sites s'installent dans le pays le plus protecteur, et le pays le plus protecteur en termes de liberté d'expression est encore, à ce jour, les États-Unis, donc les États-Unis d'Amérique. Par conséquent, ce site avait été hébergé ou était hébergé par un hébergeur américain. Mais il était difficile, sans doute, d'aller à l'encontre de cet hébergeur compte tenu des difficultés procédurales qu'il fallait affronter. Et par conséquent, ces associations ont préféré s'adresser aux fournisseurs d'accès en leur demandant de bloquer l'accès à ce site. Alors, nouvelle réponse identique à celle qui avait déjà été exprimée à plusieurs reprises. Les fournisseurs d'accès ont fait valoir que ils ne pouvaient pas interférer de cette façon-là dans le fonctionnement du réseau et qu'il leur était impossible de bloquer l'accès à un site, leur rôle étant d'assurer la transmission d'informations sans contrôle aucun sur les contenus, etc., ce qui relevait de la responsabilité des hébergeurs. Il est vrai que, autant à cette époque, donc dans les années 2000, les hébergeurs pouvaient être recherchés dans le cadre d'une action en responsabilité en vertu d'un texte de loi qui existait, c'était une loi de 2000 qui avait été votée et qui précisait évidemment les contours d'une possible responsabilité des hébergeurs. En revanche, rien de tel pour les fournisseurs d'accès. Ceux-là étaient les oubliés de la réglementation. Et on l'a parfaitement compris, les débats parlementaires, comme les déclarations d'hommes politiques et de parlementaires dans la presse, ne permettaient pas d'envisager de mettre en cause les fournisseurs d'accès, en tout cas durant ces périodes, durant l'année 2000. Comme il n'existait rien, la question qui s'était posée à moi était de savoir comment faire avancer le débat sur la nécessaire prise en compte de cet impératif de moralisation du réseau. Eh bien, j'eus l'idée à cette occasion d'organiser un débat, dans le cadre de cette affaire, un débat par l'audition de grands témoins. J'ai souhaité, puisque aucun débat de ce type n'avait eu lieu, même au niveau de nos institutions régulatrices, que sont le Parlement, etc., je me suis dit, il est peut-être temps d'amorcer ce débat, et quel meilleur endroit qu'une salle d'audience où chacun peut s'exprimer librement, où le contradictoire est respecté, eh bien, pour amorcer ce débat. Ce qui fut fait. Les parties ont désigné, chacune, à tour de rôle, ont désigné leurs grands témoins. C'est ainsi que de très nombreuses personnalités ont été entendues. J'en citerai quelques-unes, mais vous pourrez retrouver un résumé des déclarations de ces grands témoins, précisément, là encore, sur le site legaliste.net, je le cite parce que c'est un site sur lequel vous trouverez les décisions qui ont été rendues, et vous verrez donc dans l'affaire « J'accuse
contre les fournisseurs d'accès, eh bien vous verrez qu'ont participé à ce débat des personnalités comme messieurs Gordon, Lemaire et Vallon, qui étaient des experts judiciaires, comme monsieur Alain Finkielkraut, écrivain philosophe, comme monsieur Laurent Geoffrin, journaliste que vous connaissez, comme monsieur Svetenham, qui était chargé à la Commission européenne de la mise en œuvre du plan d'action pour un Internet plus sûr, comme monsieur Brown, qui représentait le ministère de l'Éducation nationale, comme madame Cocchio, qui était enseignante à la Sorbonne, comme M. Rabinovitch, qui était sociologue, comme M. Kaplan, qui était à l'époque vice-président de l'Internet Society, comme M. Meindel, qui était professeur de droit constitutionnel, ou encore comme Mme Marzouki, présidente d'une association d'internautes, et comme M. Joël Boyer, qui était secrétaire général de la CNIL. Toutes ces personnalités ont exposé leur conception de la régulation de l'Internet, leur conception du rôle des prestataires techniques. Et ce débat a été très riche d'enseignements pour chacun. Chacun a pu s'en inspirer, quand bien même, au terme de ce débat, ai-je dû constater qu'il n'existait pas, en l'état, de texte imposant, me permettant d'imposer aux fournisseurs d'accès de filtrer, ou en tout cas d'interdire l'accès à certains sites. Il n'existait aucun texte, en effet. Alors, ma solution a été la suivante. Certes, vous n'avez pas d'obligation d'interdire l'accès à des sites, mais vous n'avez pas d'obligation non plus de conférer un accès à un site. C'est-à-dire que vous pouvez, en effet, décider librement des personnes que vous accepterez comme clients de vos structures, et que par conséquent, à vous de prendre les mesures qui vous paraîtront les plus utiles pour la défense des intérêts individuels, pour la défense des droits des gens. Et le débat s'est arrêté à ce moment-là sur cette décision de ma part, par laquelle je disais en particulier, laissons aux fournisseurs d'accès, sous l'animation ou en collaboration avec l'association des fournisseurs d'accès, le soin de déterminer librement les mesures qui leur apparaîtront nécessaires et possibles en l'état des moyens techniques existants, dans le prolongement de notre constat du caractère illicite du site portail Front 14. Parce qu'en effet, le site était illicite en soi, il constituait véritablement, là encore, une infraction à la loi pénale. Par conséquent, il n'y avait aucune difficulté à cet égard. Simplement, la question était de savoir qui allait prendre l'initiative. Dans la mesure où aucun texte de loi ne me permettait d'imposer une quelconque obligation aux fournisseurs d'accès, eh bien, je demandais aux fournisseurs d'accès de prendre leurs responsabilités. L'ont-ils fait? Pas immédiatement. On a eu la conviction ultérieurement, puisqu'en effet, il a fallu quelques années pour qu'enfin se repose à nouveau la question de la responsabilité des prestataires techniques. Et puis nous le savons, mais il ne s'agit pas du tout du domaine dans lequel je souhaite intervenir. Pour ma part, c'était les premiers procès de l'Internet que je souhaitais exposer avec vous. En revanche, l'avenir pourrait faire l'objet ultérieurement peut-être d'un petit rajout. Je souhaitais clôturer ce bref survol des premières affaires de l'Internet en vous proposant une réflexion sur le rôle du juge. En effet, qu'a-t-on constaté dans toutes ces affaires? Le juge, est-il resté le juge traditionnel ou au contraire est-il un peu sorti de son rôle traditionnel de juge? Il faut dire que ce contentieux de l'Internet est un contentieux nouveau qui appelle à des réponses nouvelles, qui appelle surtout à une pensée nouvelle, à une adaptation du droit, justement rendue nécessaire par le développement du réseau, par le développement de l'Internet. Donc il ne fallait pas des lois nouvelles, mais il suffisait de repenser le droit pour le rendre applicable aux nouvelles situations qui sont présentées à la suite du développement de l'Internet. Alors, c'est dans ce sens que le juge est apparu progressivement comme un nouveau régulateur. Et affirmer évidemment qu'un juge est devenu un quasi-régulateur a fait l'objet de nombreuses controverses, vous vous en doutez. Pour les uns, le juge ne peut exercer de pouvoir de régulation dès lors qu'il ne peut se saisir lui-même, en effet, qu'il ne peut statuer que sur la question dont il est saisi,
d'accord, qu'il ne peut prendre de dispositions d'ordre général et qu'il n'a pas de pouvoir de substitution. En effet, dans le rôle traditionnel du juge, le juge ne s'autosaisit pas, on le saisit pour lui soumettre un cas, etc. Et le juge n'a, de ce point de vue-là, pas de pouvoir particulier, en particulier en termes de régulation. Et pourtant, dans l'affaire Front 14, le seul fait d'avoir soumis à une réflexion très large, notamment à un grand comité de sachants, la question de la régulation possible, voire nécessaire du réseau, eh bien, accentua ce rôle de régulateur du juge, parce que le juge se substituait d'une certaine façon à ceux qui n'avaient pas encore apporté de réponse ou de commencement de réponse aux défis de l'Internet. Et cette action du juge a donc permis à celui-ci de faire avancer le débat. Et je suis à peu près convaincu que toutes les décisions judiciaires qui ont été rendues depuis les années 90 ont permis d'avancer, certainement progressivement, avec beaucoup de précautions, permis d'avancer et puis ont permis de clarifier un peu les positions des uns et des autres et d'aboutir à des refontes de la législation de telle façon que cette législation soit adaptée aux réalités du moment. Dans l'affaire Front 14, effectivement, j'étais allé, je ne le cache pas, jusqu'à emprunter les méthodes des régulateurs en convoquant les grands témoins, je le répète, afin de recueillir la position de l'ensemble des acteurs et experts du secteur avant de décider s'il était légitime de demander à des fournisseurs d'accès de bloquer l'accès à des sites racistes. Cette méthode, je le savais, s'inspirait directement des consultations publiques habituellement organisées par ce qu'on appelle les régulateurs, et puis que l'on trouve d'ailleurs beaucoup plus fréquemment utilisées aux États-Unis, mais je savais aussi que c'était un des moyens de faire avancer la réflexion, de manière à ce que celle-ci ne s'embourbe pas et qu'elle puisse enfin aboutir. Eh bien, il faudra sans doute encore de nombreuses années, tant ce réseau est complexe, tant les intérêts sont contradictoires, pour aboutir à un réseau intelligent, un réseau respectueux du droit de chacun, etc. Il n'empêche que la présence du juge constitue quand même, me semble-t-il, une garantie pour que, à terme, on aille dans cette direction. Et c'est sur ces propos que je termine ma brève introduction au premier procès de l'Internet.